Des enfants de presque 10 ans sont nés dans des camps déplacés. Ils n'y ont connu depuis leur petite enfance que le froid et la boue l'hiver, la chaleur, la poussière et la leishmaniose l'été, les carences alimentaires, la promiscuité, l'insécurité. Ils n'ont jamais bénéficié d'une scolarité normale. Et l'humanité se perd quand, en février, dans le camp de Hat Hall, plusieurs enfants meurent dans l'incendie d'une tente et plusieurs autres, ainsi que des animateurs, sont gravement brûlés, simplement parce qu'ils avaient voulu goûter à la vie. Chaque hiver, des camps sont inondés, des familles entières perdent tout ce qu'il leur reste et se retrouvent dehors sans rien. Et surtout, il n'y a plus de raison d'espérer. Assad, pourtant presque tombé à l'été 2015, ne partira pas. L'État syrien ne considère pas les millions de déplacés et d'exilés comme des citoyens syriens et juge ne rien leur devoir. Rien n'est reconstruit. S'il y a retour, c'est dans les ruines. L'économie est anéantie. Il faut des milliers de livres syriennes pour $1 et aucun produit n'est accessible. Enfin, il n'existe plus vraiment de pays entre les territoires contrôlés par la coalition et les forces kurdes, les incursions turques, les terres agricoles données à l'Iran, les bases russes, les zones tampons et la menace des résurgences du Daesh. L'Europe, pourtant berceau des droits humains, terre des conventions de Genève, n'a pas su ou pas voulu continuer à être une force de négociation. Toute discussion sur l'avenir de la Syrie se déroule désormais entre la Russie, la Turquie et l'Iran, sans le premier concerné, le peuple syrien. Nos pays ne sont pas parvenus à promouvoir le droit humanitaire, à sauvegarder le droit à la survie, pas parvenus à garantir les accès transfrontaliers que la Russie fait fermer peu à peu, pas parvenu à interdire l'usage d'armes prohibées, et la Syrie a été un mortel champ d'expérimentation. La seule chance des Syriens, c'est de fuir, mais s'ils y parviennent au bout d'un voyage mortel, la forteresse Europe leur oppose ses murailles, engagée dans un deal avec la Turquie dont les réfugiés ne pourront sortir que perdants. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes acteurs de l'histoire qui se construit autour de cette crise vieille de 10 ans. Nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons rien faire. C'est à nous qu'il appartient de ne pas classer ces événements, de porter leurs connaissances et leurs souvenirs, de ne pas laisser s'écrire une histoire inexorable. Nous demandons à nos députés européens de rappeler sans cesse la crise syrienne à l'ordre du jour, d'en saisir la Commission des Affaires étrangères, de faire pression sur leurs collègues du Conseil de l'Europe, jusqu'ici totalement silencieux, alors que pour mémoire, la Russie en est membre. Nous dénonçons publiquement, aux côtés des ONG, le règlement dit Dublin II, qui renvoie le traitement de l'asile aux premiers pays européens atteints par les réfugiés, ainsi en Grèce, où ils sont maintenus dans une précarité et une insécurité alarmante, objet d'échange avec la Turquie. Nous alertons sur un système bancaire et des plateformes de transfert de fonds qui paralysent les paiements en Syrie, mettant à mal nos capacités de déploiement de l'action humanitaire. Inadmissible blocage signalé depuis plusieurs années par les acteurs de terrain, mais non résolu. Mettre sur un même plan le blanchiment d'argent, les risques de financement du terrorisme et l'action de solidarité internationale est une confusion qui nous semble un peu trop facilement maniée et que, travailleurs humanitaires prudents et responsables, nous n'acceptons pas. Nous nous engageons à maintenir l'action de solidarité humanitaire que l'association Médina mène sur le terrain depuis 2013, quels que soient les financements obtenus, les difficultés de tous ordres, entre autres liées à la pandémie. Nous avons dû déplacer notre maternité par 2 fois, dont une après un bombardement, mais elle fonctionne toujours dans un secteur où elle a un rôle primordial.
Et enfin, nous sommes ici parce que nos amis syriens, en France, en Syrie ou ailleurs, doivent savoir que nous refusons l'oubli et que nous pensons à eux autant qu'en 2011. Cela semble bien peu, mais ce n'est pas rien. Ils savent pouvoir compter sur nous pour ne pas sombrer dans la banalité de l'histoire. Simplement une information, les Syriens ont décidé à Paris de se réunir, de faire un rassemblement, place du Trocadéro samedi prochain, conjointement avec un rassemblement qui aura lieu à Lyon, à l'initiative de notre ami Najwa Saloul. Les deux rassemblements donc auront pour objet de rappeler l'horreur qui leur a été imposée par le régime et la coalition internationale qui l'ont soutenu, et pour rappeler aussi que jamais, jamais le peuple syrien ne passera de compromis avec Bachar el-Assad, avec ses dignitaires, et pas davantage avec les structures d'État ou appareils d'État, de pseudo-État syrien, qui est un État, entre guillemets, de répression féroce, et donc État banni par le peuple syrien. Voilà. Ça fait 10 ans qu'Amnesty International recueille des informations sur le recours systématique à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements dans des lieux de détention en Syrie, notamment à Al-Khatib. Ces violations commises dans le contexte du conflit armé constituent des crimes de guerre. Et parce qu'elles relèvent d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile, sont des crimes contre l'humanité. Je vais vous lire la déclaration de Lynn Maalouf, directrice adjointe pour le Moyen-Orient à Amnesty International. Ce jugement historique, le premier de ce genre, pour des crimes de droit international commis par un représentant du gouvernement syrien, est une victoire retentissante pour des dizaines de milliers de personnes rescapées de la torture et victimes de disparitions forcées en Syrie, ainsi que pour les organisations syriennes et internationales défendant les droits humains, y compris par des moyens juridiques qui, toutes ensemble, se battent inlassablement en faveur de la vérité et de la justice depuis des années. Ces organisations ont contribué à faire en sorte que ces crimes soient recensés et que des dossiers d'accusation soient constitués. Sans elles, ce procès n'aurait pas été possible. Cela montre par ailleurs clairement au gouvernement syrien que des personnes responsables de ces terribles violations seront traduites en justice. Ce jugement survient près de 10 ans après les premières manifestations pacifiques en Syrie, années durant lesquelles les autorités ont déployé toute leur cruauté envers les citoyennes et les citoyens par le biais de leurs centres de détention et de leurs prisons. Pendant ces 10 années, la communauté internationale a manqué à son devoir en s'abstenant de prendre des mesures concrètes face à des violations flagrantes et persistantes et en se gardant d'amener les responsables présumés à rendre des comptes. Nous, Amnesty International, exhortons d'autres États à suivre l'exemple de l'Allemagne en enquêtant sur les individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre et d'autres crimes de droit international en Syrie. Et, le cas échéant, en ouvrant des poursuites contre ces personnes devant leurs tribunaux nationaux, en vertu du principe de compétence universelle. Nous demandons par ailleurs une nouvelle fois au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir de toute urgence la Cour pénale internationale concernant la situation en Syrie, afin de garantir que les auteurs présumés, quel que soit leur camp, y compris les plus hauts responsables, hauts gradés et commandants,
s'explique devant la justice. Je voudrais aussi simplement dire que le peuple syrien continue de lutter. Seulement 60% du territoire est occupé par Bachar el-Assad. Il reste encore des combats, il reste encore de multiples zones où le peuple syrien se défend. Et dans les zones, comme par exemple on a entendu à Raqqa dernièrement, où Bachar el-Assad est en train d'essayer de négocier pour pouvoir récupérer le pouvoir sur Raqqa, la population s'y oppose fermement.